Vous pourriez peut-être préciser en quoi ça vous pose un problème en termes opérationnels sur le terrain? Bon, sans m'étendre dessus, parce que je pense que c'est une question classique, mais effectivement, on se retrouve dans un environnement où la plupart d'entre nous, sur la base de nos chartes respectives et de principes humanitaires bien connus et partagés, nous essayons d'expliquer aux populations et aux différents groupes et protagonistes des conflits que nous délivrons une aide impartiale en ciblant les plus vulnérables sur des critères de vulnérabilité et uniquement basés sur une analyse de besoins et non pas d'un agenda politique ou militaire ou tout autre. Et parallèlement, dans le même environnement, il arrive de plus en plus souvent, ou en tout cas il arrive très souvent, qu'il y ait des groupes armés, étatiques ou non étatiques, qui eux-mêmes délivrent une aide, mais alors avec complètement d'autres agendas, éventuellement privilégiant un groupe plutôt qu'un autre, et créant une certaine confusion. Du coup, s'il y a confusion, les populations peuvent ne pas percevoir l'aspect impartial de l'aide que l'on distribue. Et par ricochet, oui, il peut y avoir un problème d'acceptance et voire certains problèmes de sécurité. On en a quelques exemples concrets. Oui, je pense que c'est effectivement ça le cœur du problème. C'est pas tellement la fourniture de l'aide humanitaire, c'est sur le caractère impartial ou non. Le droit sur cette question, en particulier dans les conflits internes, est assez ambigu parce qu'il rappelle effectivement que l'aide humanitaire doit être impartiale et neutre, distribuée sans aucune discrimination à toutes les personnes qui en ont le besoin. Donc le seul critère, ça serait justement d'évaluer les besoins. En même temps, ce même droit précise que l'aide humanitaire ne peut être apportée qu'avec le consentement du souverain, de l'État territorial. Et il ne parle pas des groupes non gouvernementaux. Et donc c'est extrêmement complexe sur le terrain de savoir comment déjà évaluer le consentement de l'État, jusqu'où l'État a encore véritablement la possibilité de consentir et jusqu'où on peut dire non, il y a un moment où, notamment quand les populations sont en train de mourir de faim, il y a une autre obligation qui oblige les États à ne pas utiliser la famine comme arme de guerre. Dans ce cas-là, l'État ne peut plus refuser son consentement. Donc, pour l'État, il y a cette ambiguïté qui existe dans le droit et peut-être que de ce point de vue-là, le droit humanitaire pourrait être amélioré. En ce qui concerne les groupes armés, le droit ne dit rien. Et ça aussi, c'est un problème. À mon avis, ça c'est un des aspects du droit qui pourrait être modifié. Ouais. Ghislaine Doucet. Ah, il faut un micro. Et puis après, René Broman après. Ghislaine et puis après René Broman. Oui, j'aimerais revenir sur la question de la responsabilité et pas sur la question de la responsabilité pénale dont on sait bien effectivement qu'elle est individuelle et que n'importe quelle personne qui commet, n'importe quel auteur qui commettrait une infraction grave au droit international humanitaire est susceptible de poursuite. Mais je voudrais revenir sur la question de la responsabilité en général et sur la question de savoir en réalité comment imposer, comment faire respecter le droit international humanitaire aux acteurs non étatiques et en réalité comment les lier. Alors, on a ici la présidente de l'appel de Genève qui nous explique que la manière dont elle a pu commencer à faire en sorte que des acteurs non étatiques se sentent engagés, soient liés contractuellement dans une voie un peu différente, bien entendu, que celle conventionnelle des États. Et moi, je me demande si cette voie qui est originale et qu'il faut saluer ne pourrait pas être utilisée pour essayer de dérouler la pelote et d'essayer de faire en sorte que les acteurs non étatiques puissent respecter un minimum de dispositions du droit international humanitaire. Il me semble que c'est une opération tout à fait intelligente et tout à fait originale en tous les cas à développer. Donc, qu'en est-il? Donc, à nouveau, je vais dire que ça dépend de la situation.
pour être très pragmatique, je reviens un peu à ce que disait monsieur tout à l'heure, il faut d'abord penser humanitaire. Donc nous, on part aussi des questions très pratiques et pragmatiques. Est-ce que ce groupe rebelle a une chaîne de commandement claire? C'est-à-dire que si on négocie avec un leader, est-ce qu'ensuite, ce qu'il va décider va être respecté sur le terrain? Est-ce qu'il contrôle un territoire? Est-ce qu'il est hors du contrôle de l'État? Ça pose la question des paramilitaires. Donc on a un certain nombre de questions très, très, très pratiques pour engager ces groupes. Alors, vous avez dit, est-ce qu'on peut imposer? On n'impose jamais, c'est comme ça que ça ne marche pas. Donc, nous, c'est plutôt l'approche de dialoguer et de trouver un accord. Alors, après plusieurs années maintenant d'expérience sur la question des mines antipersonnelles, c'est l'UNICEF qui est venu nous demander de commencer à travailler sur la question des enfants soldats. Parce qu'à nouveau, les plus grands utilisateurs sont les groupes armés, parce que l'UNICEF, qui fait un très bon travail avec un certain nombre de groupes armés dans les processus de paix, se voit limiter ses contacts par le Conseil de sécurité lorsqu'il s'agit des groupes listés terroristes et qui sont encore hors des processus de paix. En tant qu'ONG, on n'a pas les mêmes contraintes. Moi, que le Conseil de sécurité soit satisfait ou pas de mon travail, ça change rien. Une agence intergouvernementale, c'est clair qu'elle a des instructions et des ordres aussi très clairs du Conseil de sécurité. Donc on est en train de commencer à travailler sur la question des enfants soldats. On a déjà commencé à travailler avec un certain nombre de groupes. Et là aussi, l'importance de les associer à la discussion sur quelles seront les conditions de la réinsertion de ces enfants, de la démobilisation de ces enfants et de ce qu'ils vont recevoir après. Donc ça, c'est un aspect qu'on a commencé à développer. Donc la responsabilisation. La responsabilisation, y compris l'autre aspect qu'on a développé, c'est la violence à l'égard des femmes. Dans les groupes armés, il y a beaucoup de femmes combattantes dans ces groupes armés. Quel rôle elles peuvent jouer, mais elles sont aussi victimes des hommes dans ces groupes armés. Donc, violence à l'égard des femmes au sein des groupes ou à l'égard des civils. Ça, c'est le deuxième aspect que nous développons. Donc, très schématiquement, l'idée très très lointaine, je serai à la retraite depuis très longtemps, parce que, on l'a dit, les conflits internes sont de plus en plus nombreux, ces acteurs sont de plus en plus une partie du problème, donc ils ne peuvent être qu'une partie de la solution. C'est de dire, un État peut signer la Convention d'Ottawa, la Convention contre la torture, la Convention des droits de l'enfant et les protocoles additionnels, et les groupes armés peuvent signer. Alors, est-ce que ce sera toujours, sous l'égide de l'appel de Genève, j'en sais rien, mais l'idée est qu'il y ait un appel de Genève contre les mines, un appel de Genève contre les enfants soldats, un appel de Genève contre la torture, un appel de Genève contre la violence à l'égard des femmes. Donc, ces acteurs-là, maintenant, sont des acteurs qui jouent un rôle extrêmement important. On les aime ou on les aime pas. C'est pas une question de dire on soutient leur lutte, hein. C'est de dire ils existent, ils jouent un rôle essentiel par rapport à ce qui se passe pour les civils dans les conflits et comment on répond à cette question. Et dernier point, vous savez que dans un des protocoles des conventions de Genève, il y a la possibilité pour les groupes armés de faire une déclaration d'adhésion aux droits humanitaires auprès du dépositaire des conventions de Genève, qui est donc la Suisse. Nous avons rencontré beaucoup de groupes qui ont fait ce genre de déclaration et qui n'ont bien sûr jamais reçu de réponse du gouvernement suisse. Alors moi j'en ai parlé avec la ministre des Affaires étrangères en Suisse qui me dit difficile de répondre au PKK, que j'ai pris note de leurs lettres, que je suis très contente parce que c'est évident que je vais avoir un incident diplomatique avec la Turquie qui va rappeler son ambassadeur et ainsi de suite. Donc, de nouveau, je pense que là, dans cette question de l'adhésion des acteurs non étatiques aux droits humanitaires, il faudrait sortir ça des questions gouvernementales et que c'est quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que ça peut être le CICR, est-ce que ça peut être une ONG, est-ce que ça peut être l'appel de Genève, est-ce que ça peut être l'appel de Paris, c'est égal. Mais je pense que cette volonté-là, cette possibilité de la donner aux groupes armés, elle est extrêmement importante, mais elle doit sortir des contextes étatiques parce que ça bloque tout le système, parce qu'on politise des processus humanitaires. Merci beaucoup, Elisabeth. Je crois que Ronnie Broman avait une question. Pardon, excusez-moi. J'oublie toujours. C'était plutôt une remarque, un commentaire qu'une question. Enfin, j'en profite pour dire que je trouve tout à fait judicieuse cette transformation que vous appelez, madame, effectivement, passer de l'étage étatique à un autre étage, c'est effectivement important. On peut pas. L'exemple du PKK est très éclairant là-dessus.